Yo, c'est Jules pour le crayon, et aujourd'hui je vous explique les bases de l'Europe. Ah, l'Europe, ses terres, ses mythes, sa culture, sa philosophie d'envergure mondiale, son histoire millénaire si riche, ses tragédies, les traditions de ses peuples, son pouvoir et sa gastronomie. Désolé, c'était trop épique, ça m'a inspiré. Donc, l'Europe, c'est tout ça et bien plus encore. Tellement de choses que parfois on peut s'y perdre. Commission européenne, Banque centrale européenne, Cour de justice de l'Union européenne, Parlement européen, Conseil de l'Union européenne, Conseil européen, Conseil de l'Europe. Donc, j'ai fait quelques recherches pour éclaircir ça. Parce que notre objectif au crayon est de vous donner des clés de compréhension de notre époque, pour que vous puissiez vous forger votre propre avis. Les bases, c'est un format de vulgarisation qui sert à cela. Alors, si vous soutenez cette démarche, abonnez-vous, c'est très précieux. Allez, c'est parti. On va revoir les bases. C'est bon. Je crois que j'ai les bases, je vous explique. Comme à chaque fois, avant de parler de quelque chose, il faut savoir de quoi il s'agit. Alors l'Europe, qu'est-ce que c'est? Une aire géographique, un ensemble civilisationnel, un marché commun, un ensemble politique, un peu tout ça à la fois. Peu savent que le nom Europe vient de la mythologie grecque. Il s'agit d'une princesse enlevée par Zeus métamorphosée en taureau. Mais ça ne nous en dit pas tant. Plus nombreux sont ceux qui savent que l'Europe est un continent, c'est-à-dire un bout de terre émergé de 10 millions de kilomètres carrés sur lequel vivent 738 millions de pecnos dont je suis l'un des fiers représentants. Sur ce territoire s'est organisé un projet politique et économique parmi les plus ambitieux de l'histoire. Oui, l'Union Européenne, dont vous êtes citoyen si vous nous regardez, français, belges ou luxembourgeois. Non, pas vous les Suisses. Et c'est de ce projet politique dont nous allons parler. Au XIXe siècle, Henri de Saint-Simon propose la construction d'une confédération européenne. Puis Victor Hugo relance ce projet fédéraliste en appelant aux États-Unis d'Europe. Mais ce projet lui paraît utopiste. Le projet de Hugo renaît au XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, porté par deux hommes, Jean Monnet et Robert Schuman. Ils ont un rêve européen. Pourquoi? Parce qu'avant, l'Europe, c'est surtout un continent sur lequel il y a tout le temps et partout la guerre. Une histoire d'empire entre la France et l'Angleterre, entre la France et les Habsbourg, la guerre de 30 ans, les guerres napoléoniennes, la guerre franco-prussienne, les guerres mondiales, c'est tout le temps la guerre. Alors, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, quelques individus visionnaires proposent ce projet ambitieux, lier les peuples européens les uns aux autres. Pour ce faire, Jean Monnet et Robert Schuman ont la conviction qu'il faut d'abord commencer par l'économie. Avoir forgé l'Union européenne sur une intégration économique pose des problèmes aujourd'hui, alors qu'il s'agit de créer un sentiment d'appartenance qui va au-delà de ces considérations. Mais nous y reviendrons plus tard. Pour l'heure, au début des années 50, il s'agit aussi de contrôler deux ressources phares, le charbon et l'acier, qui sont nécessaires à la construction d'un pays industriel et à l'armement. L'Allemagne est à terre au sortir de la Seconde Guerre mondiale et l'on veut éviter qu'elle puisse se réarmer. C'est ce qui donnera naissance à la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Schuman, Monnet, mais aussi Konrad Adenauer, Louis Weiss, Simone Weil, Jacques Delors. La construction européenne est très liée à ce qu'on appelle le couple franco-allemand. Elle l'a favorisé et celui-ci a approfondi la dynamique européenne en retour. Aujourd'hui, on dit qu'il en est le moteur. Mais la construction européenne a bénéficié aussi de l'apport d'autres grandes figures. Le belge Spaak, l'italien De Gasperi ou les britanniques Churchill et Bevin. Je passe vite sur la construction européenne, les traités et les étapes de l'élargissement de la communauté. Retenez simplement que la dernière venue est la Croatie en 2013, et que depuis, l'élargissement est en pause parce que les États veulent raffermir l'UE sans risquer d'intégrer de nouveaux soucis. Pour une histoire de la construction européenne très didactique, je vous renvoie vers la vidéo de Cyrus North sur la chaîne L'Anti-Sèche, juste ici. Parfois on se demande à quoi ça sert l'Europe en fait. Erasmus? Si vous ne deviez retenir que 6 grands moments de l'histoire de la construction européenne, selon moi il serait tout d'abord la déclaration Schuman de 1950, texte fondateur de la construction européenne. Le 9 mai est aujourd'hui la journée de l'Europe. Ensuite les traités de Rome en 1957 qui créent la première communauté économique européenne. Et ce traité de Rome est très important en fait parce que pour la première fois dans l'histoire des États-nations européens, des États-nations décident de mutualiser ensemble des morceaux de territoire. Voilà. C'est ça la grande nouveauté. Puis la scission en deux du continent par le rideau de fer, emblématique frontière entre les blocs occidental et soviétique, dont la construction principale fut le mur de Berlin entre 1961 et 1989. Ensuite, le traité de Maastricht en 1992 qui crée l'Union européenne. Cinquièmement, l'introduction de l'euro en 2002. Et sixièmement, le vote du Brexit en 2016. L'Europe est incarnée dans des symboles. Un drapeau, un hymne que vous avez entendu au début,
ainsi que dans des institutions et dans des principes. Sur les institutions, j'alerte tout de suite sur une distinction importante. L'Europe n'est pas l'Union européenne. Oh non, je commençais à comprendre. T'inquiète, c'est pas si compliqué. Par commodité, on confond souvent dans le discours l'Europe et l'Union européenne. En réalité, l'Union européenne, c'est une communauté de 27 États membres qui ne recouvre pas tout le continent. La Norvège, l'Albanie ou la Suisse, oui, c'est à vous cette fois les Suisses, C'est l'exploit. n'en font pas partie. Une seule institution rassemble tous les États européens, de l'Islande jusqu'à la Turquie en passant par la Russie. C'est le Conseil de l'Europe, une institution créée en 1949 et sise à Strasbourg. Elle est donc antérieure avant l'Union européenne et n'en fait pas partie. Vous le connaissez pour la Cour européenne des droits de l'homme, tribunal qui en dépend et qui condamne les États qui ne respectent pas les droits de l'homme. C'est aussi le Conseil de l'Europe qui a instauré les niveaux de langue harmonisés A1, A2, etc. au niveau européen. Mais donc le Conseil de l'Europe ne fait pas partie de l'Union européenne. Et au sein de l'UE, il y a deux autres sous-communautés dont certains États membres ne sont pas membres. L'espace Schengen de libre circulation des personnes et la zone euro dont ne sont pas par exemple les Danois, les Tchèques ou les Polonais. Comme dans toute démocratie conforme à l'esprit des lois de Montesquieu, il y a trois pouvoirs dans l'Union européenne. Un pouvoir législatif, divisé entre deux chambres. D'abord, le Parlement européen, où siègent les députés, qui est la chambre basse. Ensuite, le Conseil de l'Union européenne, où siègent les ministres des États membres. Un pouvoir exécutif incarné par la Commission européenne, et un pouvoir judiciaire, représenté par la Cour de justice de l'Union européenne. Et dans tout ça, on ne voit pas apparaître les chefs d'État. Les chefs des États membres se réunissent lors de sommets qu'on appelle le Conseil européen, lors desquels ils décident des grandes orientations de l'UE. Ces institutions européennes sont garantes de principes. Les deux plus fondamentaux sont la démocratie et les droits de l'homme. J'y ajouterai, depuis l'acte unique européen de 1986, la libre circulation des biens, marchandises, personnes et capitaux. Ces principes, très bien, mais vous me direz, à quoi ça nous sert, à nous, citoyens adultes, au quotidien? D'abord de vivre en sécurité. Et je ne vous parle même pas là de la paix, dont il vaut néanmoins toujours le coup de rappeler les bienfaits. C'est un alexandrin. Mais de la sécurité permise par les normes de qualité sur les produits et les services très exigeantes. On n'imagine pas la quantité de cochonneries agroalimentaires et pharmaceutiques qui circulent ailleurs dans le monde. Autre exemple, si vous pouvez emprunter à la banque pas cher depuis des années, c'est grâce à l'Europe et à sa banque centrale. Dernier exemple simple qui s'applique à tous, la liberté de voyager, s'installer, rencontrer des gens différents et commercer avec eux grâce à la suppression des douanes et l'harmonisation des taxes. De manière générale, la coopération entre les États au niveau européen vise à faciliter la vie des citoyens d'un bout à l'autre du continent. Plan de relance de l'économie européenne avec des emprunts européens, des bons du Trésor européen, c'est probablement un moment très très important. C'est probablement un approfondissement, une inflexion et donc une relance de la construction européenne qui était un peu confrontée à des tas de défis depuis 10 ans. Et avec ces bases, on fait quoi? Les enjeux contemporains de l'Europe sont très complexes, puisqu'ils concernent toute une variété de sujets, géopolitique, économie, santé, environnement, à l'échelle de tout un continent. L'Europe travaille sans relâche pour faire face à des défis structurels et conjoncturels. Les défis structurels d'abord. Comme je l'ai dit, l'élargissement de la communauté est mis en pause. Mais la question se pose de la politique d'intégration de nouveaux États. Deuxièmement, les écarts de développement entre États membres, notamment entre l'Europe de l'Ouest et les États membres de l'ancien bloc soviétique, qui ont rejoint l'Union européenne en 2004. L'idée d'une Europe à deux vitesses existe, mais elle rencontre des antagonismes parce qu'elle serait opposée à la solidarité européenne où les pays forts tirent les faibles vers le haut. La politique de défense est un autre énorme enjeu. Une armée européenne est souhaitée par les Français, tandis que les autres pays se trouvent bien lotis, protégés par l'OTAN. Quelles alliances stratégiques? Avec les USA, la Russie, la Chine aujourd'hui? Et quel positionnement international? Troisième enjeu structurel, le manque de sentiment d'appartenance des populations, car l'union économique ne crée pas un peuple européen. On peut citer en quatrième enjeu structurel des problèmes monétaires et économiques, notamment la question de la compétitivité des différents États versus l'Allemagne. Ce sont des questions qui effleurent la politique monétaire, sujet profond sur lequel on peut émettre de nombreuses critiques. Je vous renvoie à la série de vidéos de Salomé Saké pour Blast, juste ici. Ces 15 dernières années, l'Europe fait également face à un grand nombre de défis conjoncturels, c'est-à-dire plus liés à la période actuelle. Tout d'abord, la crise économique, financière, puis monétaire dans la zone euro a touché très durement un certain nombre de pays, notamment la Grèce, l'Espagne et l'Irlande, qui ont connu une politique d'austérité qui a fait croître fortement le mécontentement des peuples vis-à-vis de l'Union européenne. Deuxième enjeu conjoncturel, la vague migratoire à partir de 2015-2016, dont l'élément déclencheur principal fut la guerre en Syrie. Troisièmement, et en lien avec cette question migratoire, je citerai la montée des populismes et les tensions internes à l'Union européenne, avec notamment les États polonais et hongrois. L'euroscepticisme des populations est croissant et démontré par le dernier baromètre de l'Institut Jacques Delors. Il a trouvé une concrétisation majeure avec le Brexit en 2016, qui est très loin d'être anodin. Enfin, la crise du Covid toute récente
a été le déclencheur d'une prise de conscience sur la souveraineté industrielle européenne et la coordination entre les États membres. En France, les critiques qu'on adresse à l'Union européenne sont souvent liées à Bruxelles, qui tirerait les ficelles de toute l'Europe sans laisser les Français décider pour eux-mêmes. À l'Allemagne, qui imposerait des critères économiques stricts alors qu'elle maintient bas son déficit et que sa balance commerciale est très excédentaire. À la violation du non des Français au référendum sur la Constitution européenne de 2005, qui aurait été outrepassé par le traité de Lisbonne. Critique légitime venant de toutes parts, mais gardons à l'esprit que 26 autres États membres avaient dit oui à cette Constitution. À l'excédent d'argent que la France verserait aux autres pays, notamment via la politique agricole commune. Et enfin, à la politique néolibérale menée par l'Union européenne depuis Maastricht, c'est-à-dire depuis 1992, sur laquelle, et c'est chose suffisamment rare pour le souligner, même Mélenchon et Zemmour s'accordent. L'expérience qu'ont fait les gens, cruelle, que quoi qu'ils votent, le résultat est le même. Et l'exemple le plus spectaculaire, ce fut 2005. Absolument. 55. Les 6 premiers mois de 2022, la France présidera le Conseil de l'Union européenne. Nous aurons l'occasion d'observer quelle vision est portée et ce qui en est fait. Personnellement, j'estime que le défi le plus important pour l'Europe, celui qui est à la racine de tous les autres, c'est la construction d'une identité, d'un peuple européen. Plus on se sent proche les uns des autres, plus l'on sera prêt à travailler à ce rapprochement. Dites-nous en commentaire quel débat vous voudriez voir sur ce thème. Gardez à l'esprit que c'est un sujet que je n'ai traité qu'en surface, c'est les bases quoi, et des sources en biblio si ça vous intéresse de creuser. C'était Jules pour le crayon, maintenant sortez d'ici. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, c'est toujours précieux pour nous. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne du crayon et activez la cloche, ça soutient notre travail. Merci.